Poursuivons nos travaux et nous avons le plaisir d'accueillir cet après-midi Madame Roxana Maracineanu, qui fut ministre des Sports de 2018 à 2022 dans les gouvernements d'Édouard Philippe et de Jean Castex. Pardon. Madame la ministre, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et vous souhaite la bienvenue devant notre mission d'information qui porte sur les fonds d'investissement dans le football professionnel français. Dans le cadre de cette mission d'information dont le rapporteur est Michel Savin, nous nous interrogeons sur le rôle croissant des fonds d'investissement dans le football professionnel, que ce soit à travers des prises de participation dans le capital des clubs ou que ce soit à travers la création de la société commerciale par la Ligue de football professionnel. Cette évolution s'est accélérée, notamment en raison des difficultés financières subies par les clubs, confrontés successivement à la pandémie et au retrait du groupe Mediapro qui ont eu lieu quasiment dans la même séquence. Nous nous interrogeons en particulier sur les équilibres de l'accord conclu en 2022 par la Ligue de football professionnel avec le fonds d'investissement CVC Partners en application de la loi du 2 mars 2022. Le modèle sportif français repose sur une structure pyramidale et un principe de solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur. Ce modèle est soutenu par l'État qui joue un rôle central en déléguant une mission de service public aux fédérations sportives. Ces dernières ont la possibilité de subdéléguer certaines de leurs prérogatives à des ligues professionnelles, ce qui est le cas bien sûr pour le football. Ce dispositif doit permettre de maintenir une cohérence et une synergie entre les différents niveaux de pratique sportive. En outre, les clubs de football participent à la richesse de la vie dans nos territoires ainsi qu'au patrimoine sportif et culturel national. Or, dans ce contexte, le partenariat avec CVC soulève de nombreuses questions. Il privera à l'avenir les clubs de football professionnels d'une partie de leurs revenus, alors que l'évolution des droits audiovisuels reste incertaine. Des accords similaires ont été rejetés, on le sait, en Italie et en Allemagne, et ont été accordés, mais sans que tous les clubs y adhèrent en Espagne, en France. Néanmoins, les clubs l'ont accepté dans une quasi-unanimité. Madame la ministre, nous souhaitons aujourd'hui faire un point avec vous de la genèse de cet accord avec CVC et ses équilibres. Nous attendons aussi vos éclairages sur les moyens d'améliorer le triptyque État, Fédération, Ligue professionnelle dont je parlais il y a quelques minutes. Bien sûr, pas de manière générale, mais appliquée au football. Avant de vous donner la parole, je dois vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre mission d'information dotée des pouvoirs de commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 14 et 15 du Code pénal. Je vous invite à prêter serment à dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt en relation avec l'objet de notre mission d'information, s'il y en a. Non. Et je rappelle bien entendu que cette audition est captée et diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Madame la ministre, si vous le souhaitez, je vous laisse la parole pour 10 à 15 minutes maximum, parce qu'après on a pas mal de questions à vous poser, et je pense que ce sera plus vivant si on fonctionne sous forme de questions-réponses. Mais si vous souhaitez prendre la parole pour un propos liminaire, bien sûr, je vous la cède bien volontiers. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers sénateurs que je suis ravie de revoir. Je voulais vous remercier de me proposer cette audition sur un sujet qui est important pour moi parce que c'est un sujet qui fait partie du mandat et de l'action que j'ai eue pendant les 4 années en tant que ministre des Sports. Ma volonté, et cette loi particulièrement dans laquelle s'encadre l'article 51, sur lequel j'imagine qu'on va revenir par la suite, cette loi reflète le travail et l'engagement qui a été le mien pendant ce mandat. Ma volonté, quand je suis arrivée au ministère des Sports, c'était de faire progresser la place du sport dans les autres politiques publiques. Évidemment, le sport en lui-même, parce que nous allions avoir les Jeux dans quelques années en France, mais aussi un sport bon pour la santé de nos concitoyens, utile à la santé publique, à la prévention, un sport qui serve l'éducation et l'émancipation de nos enfants, un sport aussi qui permette l'insertion, l'intégration des personnes les plus vulnérables de notre société. Et j'avais aussi envie de m'intéresser plus fortement à tous ces sujets démocratiques et éthiques qui pouvaient trouver un écho, une vitrine
et une certaine exemplarité dont notre société a besoin aujourd'hui grâce au monde du sport, grâce aux sportives et aux sportifs qui en font partie. J'entends par là les actions pour rétablir l'égalité entre les femmes et les hommes dans notre société et la préserver. J'entends par là aussi la lutte contre les discriminations, la lutte contre les violences, et notamment les violences sexistes et sexuelles, dont je ne m'attendais pas à découvrir une telle ampleur dans le champ du sport. Tout au long de mon mandat, la protection de l'intégrité des pratiquants a été mon fil rouge. Et c'est pourquoi j'ai veillé à engager le monde du sport sur ces sujets importants, ces combats de société dans lesquels je ne me sentais pas d'y aller seule, je ne pouvais pas y aller seule sans les acteurs qui étaient en délégation de service public, à savoir les fédérations. Et grâce à ce sujet, j'ai très vite découvert les failles des liens qu'il y avait entre le ministère des Sports, les fédérations et les ligues elles-mêmes professionnelles. Et j'ai cherché à rétablir cet équilibre qui pourtant était entendu par les acteurs, était écrit, mais pas suffisamment écrit explicitement dans le Code du sport. C'est pourquoi il m'a semblé très important de saisir toutes les opportunités et pas d'attendre que le calendrier législatif puisse se libérer pour une loi sport dont il a été question dès l'arrivée à la tête du ministère des Sports, puisque c'était un projet qui était déjà discuté, travaillé entre le mouvement sportif et ma prédécesseur, Laura Flessel, qui avait déjà entamé un travail sur une loi sport. Nous avons poursuivi ce travail et le travail sur la loi qui a abouti le 2 mars 2022, à quelques jours de la fin du calendrier législatif, a démarré bien avant, 2 ans avant, très exactement. Et ce travail sur cette loi qui a été proposée par les parlementaires a été pensé comme une loi où j'ai voulu rassembler aussi le monde du sport, les parlementaires qui avaient leurs convictions, leurs idées, les sujets qu'ils souhaitaient porter, parce que c'était finalement la loi de l'héritage des Jeux. L'héritage qu'on a commencé en amont des Jeux qu'on a accueillis en France, qu'on va accueillir en France cette année. Donc c'était une priorité pour moi de renforcer ce lien entre le ministère, les fédérations et les ligues. Et je voulais insister là-dessus parce que finalement c'est le premier point important. Ça a été de saisir l'occasion de la loi renforçant les principes de la République et d'y faire figurer le sport. D'y faire figurer le sport pour que les fédérations, mais aussi les ligues professionnelles, soient soumises à la signature d'un contrat d'engagement républicain pour que les principes du respect de l'intégrité, de la protection des pratiquants soient élevés au niveau des principes républicains et de la République. Nous avons spécifiquement écrit que l'État donne une délégation aux fédérations et que les fédérations donnent une subdélégation aux ligues professionnelles. Nous avons aussi changé, modifié, renforcé, amélioré le lien entre le ministère des Sports et les fédérations en écrivant noir sur blanc que le ministère devait donner des orientations dans lesquelles allaient s'inscrire des contrats de délégation qui allaient regrouper les stratégies de différentes fédérations sur 4 points principaux: la protection de l'intégrité, le dialogue social, la bonne gouvernance et la démocratie, ainsi que le développement durable. Et j'ai mis un point d'honneur à repartir du ministère en mars-mai 2022 avec des décrets publiés de cette loi qui a été votée en août 2021 et tous les contrats de délégation écrits et signés par ma main. Cette nouvelle relation s'inscrit dans un contexte que vous connaissez bien, vous m'en avez souvent parlé au Sénat, la création de l'Agence nationale du sport, qui donne au mouvement sportif la possibilité de donner son avis sur la manière dont l'État dépense l'argent public pour le sport, et également dans un contexte de crédit inédit pour le sport, grâce aux Jeux olympiques en France. J'ai, tout au long de mon mandat, veillé à préserver un équilibre entre les droits, les devoirs et les possibilités de développement du monde sportif. Et c'est ainsi que finalement la loi du 2 mars 2022 prend forme.
avec un premier titre qui cherche à faire progresser la place du sport dans les politiques publiques des autres ministères, ouvrir des nouveaux champs d'intervention pour les associations sur le terrain, pour les fédérations au niveau national, aller chercher des nouveaux financements aussi dans les budgets des autres ministères, notamment la santé, l'éducation, l'insertion, le travail. Mais leur donner plus d'autonomie et d'opportunités au monde du sport implique aussi qu'il fallait qu'ils ne les acquièrent pas n'importe comment. Il fallait rattraper le retard sur certains points, notamment la parité dans le monde du sport, être exemplaire aussi et porteur de valeurs. Et c'est en cela que le titre 2 portait sur beaucoup d'articles en lien avec la gouvernance du sport et des modalités aussi de renouvellement de cette gouvernance. Et ça appuyait aussi sur ce que j'ai dit tout à l'heure, l'autre article qu'on a fait passer dans la loi de 2021 pour transformer cette relation de tutelle en une plus grande autonomie, mais avec un plus grand pouvoir de contrôle de la part du ministère des Sports. Le troisième titre de cette loi arrive sur l'évolution nécessaire des structures sportives destinées à les protéger également au sortir d'une grande période d'incertitude pour tout le monde, pour le monde du sport, mais évidemment beaucoup plus aussi pour la société en général. C'est la crise du Covid-19. Et moi, j'ai tenu à ce qu'un certain nombre d'essais qui avaient été tentés par le passé, de propositions, eh bien, ce soit des essais transformés dans la loi, écrits noir sur blanc. Et j'ai souhaité que dans ce titre 3, on puisse ouvrir la possibilité au monde du sport, par exemple, d'avoir accès à de nouveaux statuts, comme les SIC, comme c'est la possibilité pour les ligues d'avoir des sociétés commerciales en charge de la commercialisation des droits. Et parler aussi de la rémunération des dirigeants. Rappeler que la rémunération des dirigeants des associations, des fédérations sportives est possible. Parler aussi de la protection nécessaire de l'investissement des clubs dans la formation des sportifs professionnels en inscrivant enfin ce contrat professionnel, ce premier contrat professionnel qui pouvait passer de 3 ans à 5 ans. Voilà ce que je voulais vous dire en propos introductif. J'avais à cœur de chercher cet équilibre entre l'accompagnement des fédérations qui allaient et continuent de permettre un accès démocratique au sport pour toutes et tous, et la possibilité que ce qui aujourd'hui finance et contribue au financement de ces structures qui veillent à la continuité du sport amateur, eh bien, ça vient du sport professionnel, et que c'était important de favoriser l'émancipation économique du secteur professionnel du sport, évidemment pour lui-même, pour le spectacle sportif, qui est aussi important dans notre société, mais aussi parce que nous avons des dispositifs intéressants en France qui permettent une redistribution de la manne financière qui peut être captée par ces structures de sport professionnel, et qui, grâce à des dispositifs spécifiques à la France, peuvent être redistribués au monde amateur. Merci. Première question de Michel Savin, notre rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, bonjour et bienvenue donc de nouveau au Sénat. Ma première question va avoir un lien avec ce que vous venez de présenter sur le texte, sur la loi qui a été débattue au Parlement, et donc sur le sujet qui nous concerne plus aujourd'hui, sur donc la création de la possibilité de la création d'une société commerciale. En 2022, donc il y a un amendement qui est déposé, qui n'était pas au départ dans le texte, qui est déposé en cours de discussion à l'Assemblée nationale par Cédric Roussel, qui est député, qui introduit donc dans ce projet de loi la possibilité pour les ligues professionnelles de créer une filiale commerciale pour la commercialisation et la gestion des droits audio d'exploitation audiovisuelle. Mais qui est à l'origine de cet amendement ?
Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a travaillé cette loi sur le sport, puisque ma volonté, c'était d'en faire un PJL quand je suis arrivée. Avec le temps de la négociation aussi, et de la discussion avec le mouvement sportif, mais aussi la possibilité de rassembler toutes les convictions des uns et des autres, y compris celles des parlementaires. Cette loi est passée en première lecture en début 2021, avec effectivement seulement 12 articles, mais avec la volonté affirmée, d'ailleurs que j'avais affirmée au banc, d'enrichir cette loi, grâce à tout le monde, grâce aux parlementaires de tous bords, grâce aux sénateurs de tous bords, et grâce aussi à une réflexion qu'on pouvait avoir avec le monde du sport et qui n'était pas finalement aboutie parce que, j'allais vous dire, avec le Covid, avec les Jeux Olympiques décalés d'1 an, avec les Jeux Olympiques en France, c'est vrai que le mouvement sportif avait à penser à beaucoup d'autres choses en plus de cette loi. Et donc, cet amendement dont vous parlez, qu'a déposé Cédric Roussel, est arrivé au moment de la lecture de cette loi à l'Assemblée nationale. Et dans mon souvenir, il n'a pas été même déposé en commission, il est arrivé directement dans la discussion en séance. Mais Cédric Roussel a déposé l'amendement issu d'un travail préparatoire ou d'une commande est-ce que c'est une commande de la Ligue ou pas? J'imagine que toutes les personnes qui participent à l'élaboration d'une loi sont consultes, auditionnent, comme vous l'avez fait aussi avec les personnes de la Ligue, et voilà, s'enrichissent aussi de ce qui existe déjà. Je peux vous dire pour notre part, parce que d'où est venu l'amendement de M. Roussel, il faut le demander à M. Roussel. Moi, personnellement, quand j'ai eu connaissance de cet amendement et que derrière, j'ai eu à regarder s'il fallait l'enrichir ou pas, enfin, j'ai assez vite compris qu'il fallait mettre un certain nombre de garde-fous par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, la relation entre les ligues et les fédérations, ces principes de délégation, subdélégation. Je me suis aussi retournée un peu et j'ai regardé ce qui avait été fait sur le sujet. J'ai lu avec attention le rapport aussi de M. Kern et M. Lozac, qui parlaient déjà à l'époque, et si je me souviens bien, il y avait une recommandation déjà à l'époque qui était faite dans ce rapport du Sénat sur la possibilité qui pouvait être donnée à la Ligue d'ouvrir d'avoir une société pour commercialiser les droits qui lui étaient cédés par les clubs, par la Ligue, par la fédération via les clubs. Et donc, voilà, c'est aussi fort de toutes ces discussions qu'il y a eu dans le temps et auxquelles vous avez aussi contribué, puisque quand je suis arrivée au Sénat, vous étiez aussi d'avis, finalement, que c'était important de retravailler cet amendement qui avait été déposé par M. Roussel. Tout à fait. Et on y reviendra tout à l'heure sur... Vous avez parlé de... Vous souhaitiez mettre des garde-fous. C'était aussi notre objectif, d'encadrer beaucoup mieux que ce qui en est ressorti de cette proposition. Pour revenir à la discussion sur cet amendement, vous avez donné un avis favorable, mais on sentiment sans beaucoup d'enthousiasme au moment du débat. Je pense qu'on avait le sentiment que vous auriez préféré prendre beaucoup plus de temps et de réflexion sur ce sujet. C'est un avis tout à fait personnel au moment du travail qui avait lieu au Parlement. Et puis, pour des raisons personnelles, vous n'étiez pas présente lors de l'adoption du texte en deuxième lecture le 9 février 2022. Donc, est-ce que ce travail avait été préparé? Alors, il y a eu l'amendement de M. Roussel, mais est-ce qu'auparavant, le ministère des Sports travaillait déjà sur ce type de sujet et une proposition qui aurait pu être issue du ministère des Sports? Alors, on a travaillé évidemment avec tous les parlementaires, et pas que ceux de la majorité, mais tous ceux qui étaient intéressés à l'Assemblée nationale par ce texte, et avec vous également, avec qui on en avait parlé au Sénat. Effectivement, ce sujet spécifiquement n'avait pas eu le temps d'être travaillé, et c'est bien pour ça qu'il a déposé l'amendement en séance. Si moi j'ai été absente dans la deuxième partie, c'était pas parce que j'avais pas, comme j'ai entendu d'autres auditions, on m'a dit oui que je refusais de le travailler ou que je voulais pas venir en séance, c'est parce que j'avais le Covid. C'était le moment où je devais partir aux Jeux
olympiques de Pékin, ou paralympiques de Pékin d'hiver. Et à la veille, on m'a fait un test Covid et ça tombait pile au moment où je devais le lendemain venir en séance. Et donc, évidemment, comme tous les autres articles qui étaient présents dans cette loi, comme on savait qu'on allait avoir du temps quand même pour les travailler, l'idée, c'était de se nourrir et du mouvement sportif, qu'il soit professionnel ou amateur, de consulter, de discuter avec tout le monde pour pouvoir derrière prendre le temps qui allait être le nôtre jusqu'à pouvoir aboutir entre toutes les lectures qu'il allait y avoir. Je vous ai dit, moi, ma volonté, c'était vraiment de faire de cette loi la loi héritage des Jeux, et donc une loi vraiment collaborative et contributive, transpartisane, avec le mouvement sportif et les députés et les sénateurs. Vous dites que on n'a pas eu le temps auparavant, quand vous dites on, c'est le ministère des Sports n'avait pas eu le temps en amont de travailler sur cette proposition de société commerciale, mais lors de nos auditions, nous avons entendu que la Ligue avait préparé depuis 18 mois le montage de cette société commerciale. Donc on voit bien qu'il y avait un travail en amont qui a été fait du côté de la Ligue dans la préparation avec des experts financiers, des juristes et autres, et que l'épisode de la loi est arrivé au bout de la discussion et de la préparation. Donc comment on peut recevoir cette information comme quoi le ministère des Sports n'était pas informé de la préparation de cette proposition par la Ligue? C'est pas quelque chose de nouveau. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'imagine que quand M. Lozach et M. Kern ont fait ce rapport, c'est pas eux qui ont fait une proposition venue de nulle part pour dire que la Ligue, en 2017, je parle, devrait pouvoir avoir la possibilité d'ouvrir une société commerciale pour commercialiser les droits. Donc c'était pas quelque chose de nouveau, c'était quelque chose qui existait. J'imagine qu'avec la problématique de Mediapart, de Mediapro, qui allait se désengager du contrat et les difficultés qu'on lisait partout dans le journal L'Équipe et Mediapart aussi d'ailleurs sur les difficultés que rencontrait cet accord en fait entre la Ligue et le diffuseur, ont fait sans doute accélérer la démarche au sein de la Ligue et cette possibilité, puisqu'on parlait du modèle économique, est venu tout naturellement sur la table. Non, mais quand on sait que l'accord a été passé quelques semaines après le vote de la loi, et avec le fait de retenir CVC comme partenaire numéro 1, partenaire de la Ligue, avec quand même des engagements importants. On parle du pourcentage, on parle sur la durée, du contrôle et autres. Tout ça était dans le texte de la loi. Donc c'est vrai que c'est un peu surprenant, on peut être un peu surpris sur le fait, et c'est un peu la question qu'on se pose en termes de timing entre la préparation, sans connaître le résultat du débat parlementaire sur notamment ce que je viens de vous évoquer, sur les pourcentages, sur les droits de veto, sur la durée et autres. Donc c'était la raison de ma question. C'est comment on peut travailler sans avoir connaissance. Est-ce que la Ligue avait la garantie, pour être clair, que cet amendement allait être voté par la majorité? On ne peut pas avoir la garantie qu'un amendement va être voté, puisque de fait, nous, on ne peut pas la donner. La loi, elle a son chemin à faire entre l'Assemblée nationale, le Sénat. Évidemment qu'on était en lien avec le monde du football professionnel, comme du sport professionnel en général, sorti de Covid et pendant le Covid. On a aidé le sport professionnel comme le sport amateur à aller chercher des droits, de tous les dispositifs de droit commun d'aide. On a mis en place des aides sur la billetterie, spécifiquement pour le monde du football professionnel, mais aussi des autres sports professionnels. Et donc, on était en lien avec eux. Et cette réflexion, j'allais dire, elle a émergé. Alors non, je ne suis pas étonnée qu'ils y travaillent, puisque c'était quand même dans un moment d'urgence pour eux, de ressources financières très diminuées. Ils ont des gens qui sont payés au sein de la Ligue pour travailler. C'est pas comme une fédération qui peut peut-être employer à leur niveau des gens bénévolement, enfin qui peut employer, qui a des gens bénévoles qui travaillent et pas forcément salariés. Et donc, comme pour eux, c'était quand même leur rôle de réfléchir en tant que Ligue à trouver une solution pour ces droits
de rediffusion, voilà, je pense que oui, ils avaient travaillé le sujet en amont. Mais pour être plus précis, en septembre 2020, je ne me trompe pas d'année, Vincent Labrune est élu à la tête de la Ligue de football professionnel. J'imagine que vous avez un contact avec le nouveau président de la Ligue de football professionnel. Au même moment, apparaît la crise Mediapro avec la renégociation du contrat, et on sait depuis, d'ailleurs c'est dans les documents officiels de la Ligue de football professionnel, que des études ont été engagées auprès de banques d'affaires à la fin de l'année 2020, début 2021, pour étudier la mise en place d'une société commerciale. Est-ce que ce que vous nous dites, c'est qu'il n'y a pas eu d'échange entre vous et Vincent Labrune sur la société, sur l'idée ou le projet de faire une société commerciale de manière précise à aucun moment entre septembre 2020 jusqu'à l'amendement porté par le député Roussel? Il y a eu des échanges sur la Ligue, sur ce qui se passait aussi à la reprise derrière, quand les compétitions ont repris, notamment au sujet des violences et de leur traitement par la Ligue et par les clubs, sur les difficultés aussi qui sont rencontrées au sein de la Ligue en termes de gouvernance, de décisions qui peuvent être prises, mais ça datait pas de là, ça datait aussi de M. Quillot et Mme Bois de la Tour, où effectivement on était informés, tenus au courant, mais sans aucun lien plus que ça particulier sur cet élément bien précis qui est apparu donc par amendement dans la discussion à l'Assemblée nationale. La Ligue, évidemment, elle a travaillé ce sujet, comme je vous l'ai dit, comme c'était une idée qui date depuis longtemps. On se posait d'ailleurs la question, est-ce qu'il y avait besoin d'une loi ou pas pour que cette société soit créée. Notre avis, c'était qu'effectivement, un article de loi qui porte sur le transfert de la commercialisation des droits qui normalement échoit à la Ligue par subdélégation d'une fédération, c'était important que ça figure dans la loi. Parce que ça, pour moi, ça rétablissait aussi, ça nous permettrait de rétablir cette boucle de rétrocontrôle qui, pour moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'était pas clairement écrite et clairement identifiée dans la loi. Donc arriver à dire que vous voyez, la Ligue, elle a la possibilité d'ouvrir une société commerciale. Il n'y a pas de problème. Les fédés l'ont aussi. Il n'y a pas besoin de la loi pour ça. Mais pouvoir commercialiser des droits audiovisuels qui sont quelque chose, enfin, qui lui sont octroyés dans un contrat de délégation et qu'on les mandate enfin, que les clubs les mandatent à commercialiser. Pour ça, il fallait un article de loi, à mon sens. Et avant de donner la parole au président Caner, sur ce point précis là, de la solidité juridique, la nécessité d'avoir un article de loi, est-ce que les services du ministère ont travaillé spécifiquement sur cette question, le ministère des Sports? S'il y avait besoin d'un article de loi, en fait, ça nous paraissait naturel dans ce que je vous ai dit là, c'est-à-dire ça renforçait le fait qu'il y a une délégation de service public, il y a une subdélégation derrière à une ligue. Et donc pour nous, c'était presque aussi valorisant de pouvoir nous dire que voilà que c'était encadré par la loi plutôt que ce soit fait n'importe comment et que derrière on ait besoin de revenir dessus. Président Caner. Madame la ministre, heureux de vous retrouver ici à la Haute Assemblée. Une question et un rappel historique qui peut nous éclairer par rapport à la vérité que nous recherchons, qui peut nous éclairer sur les relations entre l'État et la Ligue. Ma question, c'est manifestement, donc, vous agréez l'idée, le fond de l'amendement Roussel, et manifestement, vos services étaient en lien avec ce parlementaire pour porter cet amendement. Pourquoi n'avoir pas vous-même porté un amendement gouvernemental au moment du texte? Première question. Deuxièmement, plus largement, les archives sont toujours utiles. J'ai retrouvé un petit écho dans la lettre A, qui en général
et bien informé. C'est très rapide, je vous le cite. L'entrée du géant CVC Capital Partners au capital de la nouvelle filiale commerciale de la Ligue de football a été arbitrée à l'Élysée. Ce dossier, préparé par les banques Centerview et Lazare, a été agréé par le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Keller, en personne. C'est un écho qui vient donc du 23 mars 2022, que je tiens à votre disposition. En général, la lettre A est bien informée. Ma question est simple. C'est est-ce qu'à un moment donné, ce dossier a quitté l'avenue de France pour aller directement donc rue du Faubourg Saint-Honoré, ce qui n'est pas choquant au demeurant. Mais nous voulons savoir, en fait, qui était réellement à la manœuvre. Et en particulier, il y a un nom qui circule depuis plusieurs auditions d'un conseiller sport au sein de l'Élysée qui pourrait être là, entre guillemets, la cheville ouvrière de l'évolution financière et commerciale que nous essayons de comprendre dans ce dossier. Moi, je maintiens ce que je vous ai dit tout à l'heure. Cet amendement, cet article sur la société commerciale, je l'ai vu arriver en séance. Il n'a pas été discuté ni même en commission. Il n'a pas été proposé en commission par M. Roussel. Peut-être que les discussions lui-même avaient besoin d'être plus convaincues par M. Labrune. Il n'avait peut-être pas saisi tous les tenants et les aboutissants du sujet. Moi, je me suis emparée de tous les articles aux sorties de cette première lecture. J'ai commencé à les travailler avec tout le monde. Et cet article a fait l'objet d'une attention qui était la même que tous les autres articles. J'ai souhaité sécuriser vraiment le contenu. Je ne vous dis pas que c'était facile, parce qu'il y avait des discussions, comme sur d'autres articles, avec d'autres ministres, avec le Premier ministre, avec des conseillers, avec le mouvement sportif. Ça a été le cas sur cet article comme sur d'autres articles. Mais au final, si vous reprenez l'article de 10 bis A tel qu'il a été déposé en première lecture, et si vous regardez l'article 51 de la loi finale, si je peux me permettre, si vous voulez bien, de dire tous les garde-fous qu'on a souhaité y mettre. Et quand je dis on, c'est nous, collectivement. Parce que M. Savin a participé, M. Lozach a participé, vous-même, M. Lafont, vous étiez là pour participer à tout ça. On a souhaité avoir un avis conforme de la fédération sur la création de cette société commerciale. Nous avons souhaité que le champ d'action de la société ne concerne qu'au plus ceux qui étaient subdélégués à la Ligue, et pas plus. Donc, par exemple, on a exclu explicitement la commercialisation des droits au pari, car on trouvait qu'il y avait trop d'enjeux par rapport à l'équité des compétitions si cette commercialisation des droits au pari était laissée à la société. Nous avons voulu sécuriser tous ensemble par décret, d'une part, les catégories des personnes qui peuvent entrer au capital ainsi que les droits de vote pour prévenir les conflits d'intérêts. Nous avons souhaité par décret écrire les conditions et les limites de commercialisation des droits par cette société. Ces décrets ont été publiés. Moi, je m'en suis tenue et j'ai eu le temps d'en faire un avant de partir. C'est celui du 28 avril 2022 qui listait les catégories des personnes qui pouvaient être dans cette société. Et puis après, il y en a eu d'autres qui ont été écrits. Je pense que vous avez suivi. Et ensuite, on a voulu que les statuts soient approuvés en assemblée, donc les statuts de la société soient approuvés à l'Assemblée générale de la Fédération et qu'ils soient approuvés par le ministère. Donc on a modifié, il y a eu des petits changements et voilà, et que cette approbation puisse être donnée par la ministre en tant que telle. Donc moi, quand j'étais encore là, on a fait quelques allers-retours sur les statuts, on les a vus. On les a lus. Ils ont été passés à l'AG de mémoire en juin à la Fédération de football. Elle-même, elle devait modifier ses propres statuts pour pouvoir adopter cela. Et elle a adopté la modification de cette relation entre la Fédé et la Ligue qui existe dans la Convention de redistribution des moyens.
et elle a aussi validé donc les statuts de la société commerciale conformément à la loi. On a aussi mis un autre, alors je ne sais pas si on peut le qualifier de garde-fou, mais on a voulu préciser que pour rester attractif aux investisseurs, et c'était le cas pour le CVC qui a été effectivement déjà annoncé entre le temps où on a discuté, on a travaillé sur cet article et la constitution de la société. Ils savaient déjà qu'il allait y avoir CVC, effectivement, comme vous l'avez dit. On a souhaité faire en sorte que la participation des décisions, la participation des actionnaires minoritaires puisse exister, puisque c'est eux qui allaient amener l'argent, qu'ils puissent être associés aux décisions. Voilà, et que ça ne touche pas, moi j'ai fortement veillé à ce que tout ce nouveau montage ne puisse pas toucher à la convention entre la Ligue et les fédérations, sachant que nous, on n'a pas un droit de regard dessus, mais dans le Code du sport, il est bien précisé qu'elle doit continuer à exister, et que ça ne remette pas en cause le système de la taxe Buffet, qui était très important et qui aujourd'hui est perçu par l'Agence nationale du sport. Je reviendrai, si vous nous permettez, sur ces apports, mais je vais reprendre la question du président Caner. Christophe Boucher, alors, nous a confirmé, c'est écrit dans son livre, et il nous a confirmé lors de l'audition que vous ne souhaitiez pas cet accord avec CVC. D'abord, est-ce que vous confirmez cette position qui peut être différente, mais donc c'est une question qu'on vous pose. Et avez-vous dû défendre une position du gouvernement qui n'était pas la vôtre? Je veux dire, votre sentiment, vous, titre personnel, hein, comme ministre. Ouais, bah, je ne sais pas de quoi M. Boucher tire ses conclusions. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas souvenir d'avoir dit ça, puisque dans son audition que j'ai écoutée, il dit m'avoir rencontré, que c'est moi qui lui ai dit ça. Je n'ai pas souvenir de ça. Après, oui, évidemment, je n'étais pas d'accord avec l'amendement 10 bis A tel qu'il a été proposé par M. Roussel. Donc j'ai fait mon travail, que j'estime être le mien, pour le mettre en cohérence avec tout le travail que j'avais fait avant, que ce soit dans la loi Principe de la République, et ce qui me semblait indispensable au vu de ce que les fédérations me disaient aussi, de ce que j'ai lu dans le rapport de M. Kern et M. Lozac, et voilà ce que vous aussi, M. Savard, m'avez dit en termes de sécurisation nécessaire. Alors, juste sur la sécurisation, c'est vrai qu'au Sénat, nous étions peut-être beaucoup plus attentifs sur les dispositifs de protection, parce qu'au départ, alors, les premières discussions, c'est que le Sénat souhaitait limiter à 10% la part de la société commerciale. Le vote qui a eu lieu à l'Assemblée, au Sénat, c'était 15% après, et c'est l'Assemblée nationale donc qui n'a pas suivi les recommandations du Sénat, qui est monté à 20%. Donc minimum 80% pour la Ligue. Donc nous étions beaucoup plus restrictifs parce qu'on prenait exemple aussi sur ce qui se faisait à l'étranger. On sait que sur les autres ligues, les sociétés commerciales ne sont pas à 20%, elles sont en dessous. Donc pour nous, il était important qu'on ait un pourcentage qui soit un peu identique à ce qui se passe sur les autres ligues. On avait aussi un paragraphe sur les produits de la commercialisation des droits d'exploitation qui étaient perçus par la société commerciale, ainsi que les sommes de toute nature versées à cette société au titre des financements par rapport et des apports en capital effectués à son profit soient répartis entre la fédération, bien encadrée, la fédération sportive délégataire, la Ligue et les sociétés sportives, donc pour éviter que des sommes perçus puissent aller vers d'autres acteurs. Et c'est vrai qu'on se pose la question. On sait qu'aujourd'hui, il y a eu 37 millions qui ont été répartis à des acteurs qui ont travaillé sur le montage de la société CVC, des banquiers, des avocats et même des membres de la Ligue. On avait aussi souhaité que la Fédération française soit beaucoup plus présente au sein même de avec un droit de vote, même veto au départ, qui a été refusé. Hein, rappelez-vous les discussions, et qu'au départ, on nous expliquait que la Fédération n'avait rien à faire
au sein de cette société commerciale. Donc voilà un petit peu donc l'état d'esprit qu'on partageait. Donc c'est bien pour ça que je vous pose cette question. Moi, je sentais bien lorsqu'on avait les débats au Sénat avec vous on était quasiment sur la même ligne sur le fait qu'on s'interrogeait quand même de façon assez pertinente sur le montage de cette opération et sur les dispositifs de protection à mettre en place. C'est pour ça que je vous pose cette question. Est-ce que vous avez été contrainte ou vous avez défendu une position qui n'était pas la vôtre, quoi, au fond si je peux me permettre en complément si le président m'y autorise, je reviens sur mon intervention liminaire pour laquelle j'ai pas vraiment eu totalement une réponse. L'article 51 est promulgué donc dans la loi du 2 mars 2022. Très bien. Je vous rappelle, donc la lettre A informe ses lecteurs le 23 mars 2022 que l'Élysée avait négocié et avait validé l'accord. 2 mars, 23 mars. Ce qui veut dire que ça ne s'est pas fait entre le 2 mars et le 23 mars. Ça a été donc bien instruit avant. Donc, je repose ma question. Avez-vous connaissance du fait que l'Élysée avait pris a priori la main sur ce dossier particulier? Comme M. Savin l'a dit, vous avez bien compris ma position à ce moment-là. Moi, je ne peux pas me substituer au débat parlementaire, mais en revanche, j'y ai participé. Et je pense que j'y ai participé en démontrant ma position, ma conviction personnelle. J'ai fait évoluer cet amendement le plus possible dans le sens duquel moi j'étais convaincue. Si vous souhaitez avoir l'avis des autres personnes et des personnes que vous avez citées, ou rien ne vous empêche de les auditionner. Ma question est ici. simple. Est-ce que vous saviez que l'Élysée travaillait sur le dossier? L'Élysée travaillait sur tous les dossiers de la loi, oui, évidemment, et donc celui-là aussi, et avec ses prérogatives à eux, leurs propres convictions, et comme tous les autres articles qui sont discutés avec les autres ministères, avec l'Élysée et le Premier ministre, oui, évidemment qu'on ne l'a pas travaillé tout seul, cette loi, mais la loi dans son intégralité, et comme cet article. Et encore une fois, moi, ça ne me surprend pas. Vu la situation d'urgence dans laquelle la Ligue se trouvait à ce moment-là, les clubs, et le manque à gagner dû au Covid, mais pas que, oui, eux, ils étaient prêts. C'est sûr que les fédérations sportives, sur les questions de parité, quand on leur a parlé de 50-50, eux, ils n'étaient pas prêts. Donc là, eux, il fallait repousser à 2024 et 2028. Donc vous voyez, il y avait en fait des délais différents selon les sujets. On va y venir sur la situation d'urgence pour bien comprendre comment tout ça s'est passé. Mais c'est vrai qu'on a du mal à comprendre. On est un peu habitué à la façon dont s'élabore la loi. Et on se souvient aussi, et vous l'avez souligné à plusieurs reprises, que vous étiez dans un état d'esprit très ouvert avec le dialogue des parlementaires dans leur diversité. Du reste, vous l'avez dit, et j'ai aussi un souvenir très précis de ce souci de dialogue. Le député Roussel, sur ce texte de loi, c'est pas n'importe qui. C'est le rapporteur de la proposition de loi. C'est-à-dire qu'un texte d'importance comme celui que vous portiez, avec de nombreux articles, et qui était pour vous, comment dirais-je, quelque chose auquel vous étiez particulièrement attaché, parce qu'on sent bien dans un certain nombre d'articles qu'il y a votre patte. Enfin, on retrouve bien votre vision du sport dans un grand nombre d'articles. Pas forcément celui-là, mais dans les autres. Évidemment, il y a eu des réunions de travail entre vous, vos services et le rapporteur. C'est un des trois co-rapporteurs, il n'est pas unique, mais c'est un des trois rapporteurs. On imagine que cet article, qui est en plus un article très travaillé, on le voit bien à l'écriture, qui correspond à une demande de la Ligue, il n'arrive pas uniquement comme ça en séance, que vous en avez connaissance avant. Il y a eu des discussions préalable quand un rapporteur issu de la majorité présidentielle, qui plus est, porte un article, par amendement, un amendement plus exactement. Forcément, il y a eu des discussions. C'est pas possible que cet amendement sorte comme ça du chapeau en séance. Alors j'ai eu l'honnêteté de vous dire qu'au départ c'était un PJL, moi je visais. Au bout du compte, ça a quand même été une PPL, donc c'était un projet que les parlementaires ont porté. Ceux qui ont souhaité partager avec moi leurs préoccupations pour que je puisse les aider dans les négociations avec les autres ministères pour avoir un avis favorable, parce que nous, ce qu'on doit faire dans une PPL, c'est donner avis favorable ou défavorable du gouvernement, ou éventuellement enrichir par des amendements. Ils sont venus me voir. Moi aussi, comme vous l'avez dit, j'avais certains articles auxquels je tenais particulièrement, donc j'étais
plus appétente, disons, à travailler ces articles-là, avec les parlementaires en question. Voilà, cet article, je ne vais pas vous dire que c'est celui auquel je pensais tous les matins en me réveillant, celui de la société commerciale de la Ligue française de football, mais quand il est apparu, voilà, je l'ai travaillé comme les autres, et j'ai pas été contre ou opposé, mais j'ai voulu marquer ce qui était, comme vous avez dit, ma patte, c'est-à-dire un équilibre, rétablir un équilibre entre les fédés, les ligues, écouter les fédérations, parce que c'est surtout elles qui risquent aussi, qui risquaient dans l'idée initiale, si jamais la subdélégation n'était pas inscrite dans la loi en tant que telle, c'est elles qui pouvaient risquer gros, en fait. Et donc, je les ai écoutées, j'ai écouté les préoccupations de la Ligue, et on a trouvé un chemin intermédiaire pour que cet article passe. Et effectivement, Cédric Roussel, qui est le rapporteur du titre 3, c'est lui qui le portait. Donc oui, j'ai eu à discuter avec lui, mais après. Juste sur ce point, pour bien que la question du président est importante, c'est que l'épisode Média Pro, c'est 2020, 2019-2020. Le vote de la loi, 2022. Il se passe 2 ans. Donc il y a toute une préparation qui a dû se faire du côté de la Ligue sur l'intention de cette société commerciale. Si cet article était venu dans la discussion, dans la préparation en amont de ce texte de la PPL, avec les relations avec les auteurs de la PPL et le ministère des Sports, il y a tout un travail qu'on fait régulièrement. On dépose une PPL, il y a des échanges qui se font. Là, l'amendement est arrivé en cours des discussions. On n'avait pas eu le sentiment qu'on voulait imposer un peu cet amendement? Oui, mais vous n'avez pas tenu compte des dates, en fait, ce que j'ai dit tout à l'heure. Je me rappelle que votre commission au Sénat s'est passée le 5 janvier 2021. Donc 1 an avant, 1 an et quelques mois avant le vote de la loi. Donc en fait, quand on a eu ces 12 articles arrivés en séance... Il y avait bien le temps pour le rapporteur de travailler sur cet amendement. On l'a travaillé, c'est ce qu'on a fait. Entre le moment de la première lecture à l'Assemblée nationale, où il l'a déposé en première lecture, la première lecture a eu lieu le 11 mars 2021. Le vote de la loi, 1 an après. Vous imaginez bien qu'on a eu le temps de travailler cet article 10 bis A qui a été effectivement déposé, non pas en commission à l'Assemblée nationale, mais en séance. Alors oui, vous me posiez la question de savoir d'où il était venu. Évidemment que tout le monde sait que les parlementaires travaillent avec le mouvement sportif, travaillent avec les instances pour pouvoir avoir aussi de la matière à travailler derrière. Et donc, j'imagine qu'il n'a pas été écrit tel quel par la Ligue, comme vous le dites, mais que, évidemment, l'association des ligues professionnelles, parce qu'il n'y a pas que le football, en fait. Moi, j'ai consulté les autres ligues professionnelles pour savoir ce qu'elles en pensaient quand je l'ai vu. J'ai consulté les fédérations, j'ai consulté le mouvement sportif sur le sujet. J'en ai fait part, y compris aux conseillers du président de la République, à tout le monde. Et à partir de là, je vous dis, sur cet article comme sur tous les articles, une négociation a été entamée, une discussion au sein du gouvernement et une discussion avec les parlementaires et le mouvement sportif. C'est le chemin classique de la loi. Oui, Madame la Ministre, vous avez rappelé donc, à plusieurs reprises le travail qu'on avait produit avec mon collègue Claude Kern. C'est vrai qu'on avait travaillé dans le cadre d'une mission d'information qui était intitulée « Muscler le jeu du football professionnel », qui était donc à cheval sur 2016 et 2017 et qui faisait suite à une véritable crise. Il y avait des relations très tendues en ce moment-là entre la fédération et la Ligue. Et c'est vrai qu'on avait fait un certain nombre de préconisations, notamment pour mieux encadrer ces relations précisément entre la fédération et la Ligue, et en particulier en clarifiant les compétences qui devaient être partagées entre les deux, et puis les compétences qui devaient être exclusives au niveau de la Ligue. Et c'est vrai qu'un certain nombre de ces préconisations ont été retenues, mais peu, en fait, globalement. Je veux dire par là qu'entre 2017 et 2022, il ne s'est pas passé grand-chose. Alors, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'est vrai que,
En 2021, c'est vrai, tout le monde souhaitait un projet de loi. Et vous comme nous, si je peux dire, hein, pour affirmer justement que c'était une politique nationale qui relevait du gouvernement. Personne ne souhaitait une proposition de loi à ce moment-là, et c'est vrai qu'il y avait un travail qui avait débuté, hein, avec votre cabinet. Et ma question, c'est est-ce que dans ce travail préparatoire, dans ce texte préalable, de votre projet de loi, figurait ou pas la société commerciale? Franchement, de mémoire... Pas le souvenir, mais... Ouais, non, je n'ai pas le souvenir. J'avais un conseiller qui, derrière, a rejoint le CNOSF, qui était en charge de cette loi, en fait, de ce projet de loi qu'on avait initié à l'époque. Et dans mon souvenir, cette question de la société commerciale n'était pas abordée. Je pense que aussi la crise Covid, le manque financier à rattraper, la défection de Mediapro, tout ça, ça a aussi accéléré le mouvement pour la Ligue, qui s'est rappelé de ce qu'elles avaient sûrement discuté avec vous dans le cadre de vos auditions. Et voilà. Mais effectivement, il y avait eu ce travail préparatoire, et après, je dirais qu'il y a eu une grande zone blanche. C'est-à-dire que ce débat sur la société commerciale, on s'en souvient, est arrivé au dernier moment, en catimini, etc. Moi, je n'ai même pas le souvenir d'audition avant le débat parlementaire. Des pressions diverses et variées, oui, mais aucune audition sur ce sujet de la société commerciale avant l'arrivée du texte directement en séance, à l'Assemblée et ensuite au Sénat. Oui, évidemment, je pense que si c'était un sujet qu'on avait en tête depuis longtemps, vous, parce que moi, je n'étais pas de la partie, à ce moment-là, en 2017, je vous dis, je pense qu'il a eu une petite accélération due à la crise Covid aussi, et je pense que dans le contexte du Covid, on n'a pas pu non plus mener à ce moment-là, nous, en tout cas, au ministère des Sports, on était occupés, excusez-nous, sur des chantiers de sauvegarde du système sportif, et... quand l'opportunité de la loi s'est manifestée en 2021, début 2021, j'imagine que comme le reste du mouvement sportif, la Ligue de foot professionnel a proposé cela aux parlementaires. Alors, est-ce qu'on peut venir un peu justement là-dessus sur le contexte à ce moment-là, et notamment le contexte financier du football professionnel uniquement. Il y a des messages très... alarmants qui viennent de la Ligue de football professionnel, de clubs, qui disent on va droit dans le mur, on est en situation de faillite. Est-ce que à ce moment-là, donc on est fin, pour être un peu précis, fin 2020, début 2021, est-ce que vous avez une étude qui est remise par la Ligue ou la DNCG, avec des chiffres précis sur la situation financière des clubs pour justifier le message inquiétant sur la situation financière des clubs, ou on est juste dans l'oralité d'un discours de la Ligue qui dit les clubs vont droit dans le mur? La DACG fait un rapport de publication, fait son travail et publie des rapports tous les ans. Nous, les discussions qu'on a eues portaient beaucoup sur l'arrêt de la compétition dû au Covid, sur le manque à gagner sur la billetterie, et puis surtout sur le plaidoyer que moi, en tant que ministre des Sports, je pouvais avoir auprès du ministre des Finances pour... évidemment pour le sport pro, mais aussi pour les salles de sport, pour le sport amateur. Comment n'oublier personne, en fait, dans les dispositifs d'aide génériques qui étaient accordés. Et donc, oui, on a entendu ces chiffres qui, de mémoire, étaient autour des 800 millions d'euros dans le je crois que je les ai lus plutôt dans une discussion que vous avez eue au Sénat, entre 600 et 800 millions d'euros de pertes annoncées. Nous, ce qu'on a déclenché, c'était l'aide sur la billetterie. Donc l'aide sur la billetterie qui n'était pas, j'allais dire, approuvée. On n'est pas rentré dans comment compenser le fonds des... la santé financière de chacun des clubs. Le ministère des Sports ne rentre pas là-dedans. Ce qu'on a débloqué, c'est 207 millions d'euros pour compenser les pertes de billetterie avec des montants... Pardon, vous pouvez redire le chiffre, madame? C'était 207 millions d'euros sur l'aide à la billetterie.
Pour l'ensemble du sport. Pour l'ensemble pour le sport pro. Et pour la part avec football. 80 millions entre 75 et 80 millions qui sont allés au football. La même chose pour le rugby. Et le troisième dans l'attribution de ces fonds, c'était les fédérations, puisque les fédérations étaient aussi incluses parce qu'organisatrices d'événements elles-mêmes, comme Roland-Garros, comme d'autres fédérations qui organisent elles-mêmes leurs événements. Et ces sommes que j'avais réussi à débloquer ont servi à compenser ce manque dû à la billetterie. Mais évidemment, c'était sans rapport avec sans doute les difficultés financières que chacun des clubs. Et on a mis la même chose sur le passeport derrière. Donc on a eu 2 fois 100 millions d'euros sur le passeport pour être à l'équilibre. Voilà, une aide spécifique et exceptionnelle liée au Covid pour le monde professionnel et une aide particulière pour le monde amateur. Alors, on va rester juste sur le foot professionnel, si vous le voulez bien, puisque c'est l'objet de notre mission d'information. Pour qu'on arrive à mesurer l'aide de l'État au football professionnel pendant la période Covid, qui correspond en plus à la période Mediapro pour le foot professionnel. Il y a donc les 75 à 80 millions d'euros d'aide à la billetterie. Il y a eu aussi des aides sous forme d'exonération de charges sociales. Est-ce que vous avez le montant? On a demandé une estimation. L'estimation faite par Bercy, que j'ai dû dire en séance ou en réponse à des questions, c'était 7 milliards d'euros pour le sport. En général, je n'ai pas le détail pour le football. Pour le 7 milliards d'aides, tout confondu. Alors bon, c'est un peu compliqué parce que quand Bercy donne des aides, il fallait des NATINF, il fallait regarder les... non, c'était pas les NATINF, comment ça s'appelait les codes, pardon, les NAF, les codes NAF, pour savoir quelles structures ont bénéficié de quelles aides. Mais on avait fait ce travail avec eux pour savoir le monde du sport, de combien ils avaient bénéficié, c'était 7 milliards. Mais on n'avait pas spécifiquement regardé pour le football. Vous n'avez pas le chiffre pour le football professionnel? Moi, je ne l'ai pas, mais sans doute l'ADS a fait ce travail. La direction des sports a fait ce travail, donc je vous invite à vous rapprocher de Fabienne Bourdet, qui doit avoir ces chiffres, et même plus en détail de l'attribution de ces aides exceptionnelles pour le sport, qui ne sont pas comprises dans les 7 milliards, je crois. Si, elles sont comprises dans les 7 milliards. Voilà. D'accord, y compris les PGE. Dernière question financière pour ma part. Dans les conseils d'administration de la Ligue de football professionnel, à celui du 8 septembre 2021, on est vraiment dans la même période, il est précisé que l'État a accordé un rescrit fiscal à la Ligue de football professionnel concernant l'opération de versement des fonds du PGE au club professionnel en juin 2020. Savez-vous quel est le montant de ce rescrit et la nature de ce rescrit? Non. Vous n'en avez jamais entendu parler? Non, je pense que c'est Bercy qui a discuté ça avec le monde du football. La Ligue peut négocier avec Bercy un rescrit fiscal sans que pas le avec ministère moi, des en tout Sports cas. informé. Je fais pas des quand j'étais ministre des Sports, je ne faisais pas des rescrits fiscaux. C'est Bercy. D'accord, mais vous n'en avez pas eu connaissance? Je sais qu'ils ont fait des PGE, mais j'imagine comme d'autres entreprises qui ont négocié directement ou des secteurs qui intéressent Bercy parce qu'ils rapportent sans doute beaucoup de taxes et d'impôts, peuvent négocier avec Bercy ces rescrits fiscaux pour ne pas avoir à rembourser. Il y en a eu d'autres, dans d'autres secteurs d'activité, il n'y a pas eu que le football. Et ces secteurs, pour avoir participé à un certain nombre de réunions, quand je devais défendre le secteur du sport pour avoir accès à toutes ces aides, il y avait tous les secteurs d'activité, culture, sport, qui concernaient d'autres ministres, évidemment, qui avaient porte directe auprès du ministre de l'économie. Et donc, nous, on était associés dans certaines, dans certains plaidoyers où on devait faire le plaidoyer, par exemple, pour les salles de sport, parce que les salles de sport, au départ, elles n'étaient pas identifiées forcément par Bercy. En fait, c'est moi qui ai pris contact avec elles m'ont contacté, on s'est mis d'accord sur comment aller voir le ministre de l'économie pour pouvoir avoir des aides spécifiques pour les salles de sport, ou alors aussi des réglementations spécifiques sanitaires que j'allais porter auprès du ministre de la Santé.
Mais évidemment, dans cette période de crise, voilà, tous les acteurs avaient... et puis comme toujours, hein, tout le monde a accès à tous les ministres. Ils ne sont pas obligés de passer par nous spécifiquement. Hein. Non, ça c'est... Je comprends que les responsables de la Ligue peuvent avoir accès au ministère de l'économie et des finances, mais comme vous êtes aussi à cette période en train de réfléchir sur les besoins dont le monde du sport et le sport professionnel a besoin dans ce contexte très particulier, ça aurait été normal aussi que Bercy vous dise on a accordé un rescrit fiscal à telle hauteur, parce que je ne sais pas de quelle hauteur, mais il est peut-être significatif, donc c'est aussi une aide significative qui peut être significative au football professionnel. Vous n'en ayez pas connaissance, c'est ça qui me surprend plus. Oui, mais en même temps, si j'en avais eu connaissance, vous m'auriez dit est-ce que vous avez intercédé auprès de Bercy pour qu'il puisse avoir ça? Donc voilà, moi, c'est normal que les administrations de Bercy rentrent en lien avec l'administration du ministère des Sports. Donc sans doute que dans l'administration du ministère, ils sont au courant. Voilà, moi personnellement, il ne m'a pas appelé pour me dire regarde, j'ai fait un rescrit fiscal pour le football. Et sur les prêts PGE, il y avait une information qui était entre Bercy et le ministère des Sports? Parce que la Ligue a pu bénéficier de PGE et aussi de prêts. Est-ce qu'il n'y a même pas une demande de validation? Je ne pense pas, mais au moins une information. Est-ce que vous êtes informé des aides qui sont apportées directement? Parce que j'ai bien compris, on a bien compris, et on a été témoin sur la mobilisation des aides sur l'économie du sport. Hein, et vous avez bien parlé de l'ensemble du sport, les salles de sport et autres. Mais là, ce qui nous concerne aujourd'hui sur le sport professionnel, notamment sur le football professionnel, on sait que dans cette période où il y a deux phénomènes, il y a le Covid, mais aussi la défaillance de Mediapro, la Ligue a perçu un premier versement de Mediapro, perçoit un PGE, mobilise un prêt, Canal finit la saison. Il y a aussi le bon de sortie de Mediapro à hauteur de 100 millions. Donc financièrement, il n'y a pas énormément de pertes sur cette année-là. Donc c'est là où on ne comprend pas pourquoi il y a autant de discours sur un risque de faillite et de défaillance des clubs. Est-ce que vous avez à ce moment-là perçu cette situation? Je pense qu'au sein de Bercy, vous pouvez avoir toutes ces informations pour vous-même vous faire une idée plus précise s'il y avait besoin ou pas d'avoir recours à un fonds d'investissement et à ces prêts. En tout cas, oui, nous, on était informés parce que, par exemple, quand on a distribué l'argent pour la billetterie, et ça a été donné, la main a été donnée au ministère des Sports, pour le coup, c'est une somme qui est arrivée sur le budget du ministère des Sports et c'est la direction des sports qui a géré la distribution de cet argent auprès des clubs. Il y avait certaines règles de distribution auxquelles nos conseillers budgétaires, puisqu'ils ont changé entre-temps, dont ils avaient connaissance, pour pouvoir savoir est-ce qu'on leur donne cette aide ou on ne leur donne pas cette aide. Et dans ces critères budgétaires était visible la part PGE qu'ils avaient reçue, les exonérations de charges sur salaire. Donc on pouvait voir club par club les aides de l'État et de manière compilée, si on demandait à Bercy, on pouvait la voir. Donc l'administration qui a distribué l'argent pour la billetterie était au courant de tout ça. Oui. Si on passe l'épisode de Mediapro, on va arriver à l'épisode CVC avec la création de la société commerciale et l'arrivée d'un fonds d'investissement avec la Ligue pour créer cette société. Hier, M. Roures nous a dit que cette affaire avait été suivie par les pouvoirs publics, notamment le ministère Matignon, mais aussi l'Élysée. Pouvez-vous nous le confirmer? Je n'ai pas en tête l'emploi du temps des personnes qui s'en sont occupées à Matignon et à l'Élysée, mais j'espère que oui, puisque c'est leur rôle. Sinon, s'ils ne s'occupent pas du sport, c'est qu'ils font une faute professionnelle. Donc j'imagine, oui, qu'ils se sont occupés à leur niveau d'un certain nombre de choses, dont celle-là. Voilà. Et vous me parlez de quelle époque? De quel moment exactement? C'est le moment où CVC arrive dans la création de la société commerciale.
Donc après la création de la société. Et avant que, lorsque Mediapro discute aussi des négociations pour son droit de sortie ou une négociation pour que Canal+ puisse remplacer Mediapro, parce qu'il y avait un enjeu. Il y avait l'enjeu au moment où Mediapro était en difficulté, il y a une période de conciliation, de négociation, une négociation entre la Ligue et Mediapro sur un éventuel accord, mais aussi une discussion entre la Ligue et Canal pour voir si Canal était prêt à reprendre la suite, à quel montant. Et donc, M. Rouras nous dit que tout ça a été discuté et suivi de près par Matignon-l'Élysée, mais pas au ministère des Sports. Je ne sais pas. Moi, j'ai toujours veillé à ce que mon rôle se limite à celui d'un ministre des Sports, c'est-à-dire pas d'ingérence dans ce que le mouvement sportif fait. Je crois que vous y êtes attaché aussi, vous-même. Donc voilà, moi je m'en suis tenue à entendre les besoins du mouvement sportif, qu'ils soient amateurs ou professionnels. J'ai plaidé auprès des autres ministres pour qu'ils puissent avoir les aides dont ils avaient besoin. J'ai regardé avec attention ce qu'ils avaient perçu quand on leur a distribué ces aides, et s'il y avait des trop perçus, on a récupéré l'argent pour être voilà, au clair là-dessus, sur les aides à la billetterie. Après, tout ce qui concerne les contrats, les discussions entre les différents partenaires, moi j'estime que ce n'est pas mon rôle de me mêler de ça. En fait, ça appartient, c'est le rôle de la Ligue. Par contre, sur CVC, je reviens à CVC, la loi prévoit que le ministre des Sports doit approuver la création de la société commerciale, ainsi que ses statuts et leurs modifications. Nous confirmez-vous que les statuts de la société commerciale ont bien été transmis au ministère et que vous les avez approuvés? Et le ministère a-t-il reçu le pacte d'associés et le plan d'affaires de la filiale créée par CVC? Tout ça s'est passé après mon départ. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a eu un aller-retour entre la Ligue professionnelle et le ministère des Sports quand ils ont démarré l'écriture des statuts. Donc, on avait commencé à y jeter un œil, alors que l'article de loi ne disait pas ça, puisqu'on devait juste donner une approbation. Mais comme on était dans un lien de confiance sur le sujet, on a démarré ce contrôle quand ils étaient en train de l'écrire. Et puis, normalement, on devait attendre l'acceptation, enfin le passage en AG, où ça devait se passer concomitamment. D'abord, il devait être adopté en AG de la fédération et après soumis au ministère. Mais est-ce que le ministère a pu analyser ces documents avant l'approbation qui est passée Moi non, mais peut-être le ministère oui, après, puisque je vous dis l'AG c'était en juin et jusqu'au moment où moi j'ai quitté le ministère des Sports, j'ai pas eu à donner mon approbation sur quoi que ce soit. Ça se passait au mois d'avril, c'était avant votre départ. Ouais, il y a eu quelques échanges de travail, je vous dis, quelques allers-retours, mais la rédaction n'était pas terminée. Le vote en Assemblée générale de la Fédé n'ayant pas été fait, c'était pas le timing pour moi, en tant que ministre, à ce moment-là, d'approuver ces statuts ou de donner mon avis, ou conforme ou pas conforme. Voilà, ça a échu à la ministre après moi. En tout cas, l'Assemblée générale de la LFP a eu lieu le 1er avril. C'était plein de plaisanteries. L'AG approuvant l'accord commercial, et c'est le 1er avril. Juin. Vous êtes parti en juin. Du ministère. Quand est-ce que vous avez quitté? Mai. En mai. Donc ils ont été approuvés avant. 1er avril. Non, ça c'est passé en AG pour le club de la Ligue, c'est ça. En fait, ça a été annoncé au club de la Ligue qu'il ne voulait pas ça. Et moi, je parle de l'AG, du fédéral, en fait, de la fédération. Et ça, c'était le 18 juin. Le 18 juin 2022, c'est passé en AG fédéral. Et donc, le ministère n'a approuvé qu'une fois que tout a été approuvé par les acteurs. Mais il n'y a pas eu un travail en amont avec c'est ce que je vous dis. En fait, on a fait circuler une ou deux fois. Moi, c'est arrivé jusqu'à moi 2 fois où j'ai regardé les statuts, même si ce n'est pas mon rôle à moi de regarder les statuts de la société commerciale. Mais je sais que le cabinet avait commencé à travailler, à regarder le travail qui avait été fait. Et eux, ils avaient bien voulu nous le partager. Et le pacte d'actionnaires? Non. Vous ne l'avez jamais vu, et dans votre cabinet non plus, personne n'a vu le pacte d'actionnaires? Qui allait être actionnaire? C'est ça le pacte d'actionnaires? Parce que là, il y a que CVC là.
comme actionnaire. C'est plus que ça, le pacte d'actionnaires. Ouais. C'est ce qui lie les actionnaires entre eux et les engagements qu'ils prennent avec un accord. Forcément, Non. Et là, c'est public, ça, pour vous, enfin pour tout le monde? On a ça demandé. D'accord. Mais c'est pas... Enfin, c'est pas des documents publics. Par contre, c'est quand même ministère. en tant que ministère avec un système de délégation-subdélégation. J'imagine que le ministère a eu connaissance de. Partie des documents qui doivent nous soumettre. Ça fait pas partie de la sécurisation qu'on a mis dans l'article en question, je crois pas. C'était juste approuver la création et puis après les statuts et approuver les statuts. On n'a pas parlé du pacte d'actionnaires. À ce moment-là, est-ce que vous avez des échanges avec la Fédération française de football et son président sur ce sujet? Parce que on a l'impression que tout ça s'est fait sans que la fédération soit très présente. C'est pour ça qu'on avait souhaité que la fédération puisse avoir un droit beaucoup plus important au sein de cette société. Est-ce que lors de ces échanges, la fédération a été présente et suivait ces dossiers de près à vos côtés? Je pense que ça les concernait quand même au plus haut point. Monsieur Le Graët était très au fait de ce sujet, et d'autant plus que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça a nécessité une modification de leur propre statut, ce qui n'est pas rien, hein, modifier les statuts d'une fédé, les faire soumettre à approbation en Assemblée générale, derrière modifier la convention, et ça aussi, c'est pas rien non plus. Donc j'imagine qu'il ne l'a pas fait sans lire les documents, lui. Au mois d'avril, donc vous êtes toujours présente, la Ligue prend note de la proposition de Vincent Labrune de désigner donc Marc Sénéchal en tant qu'expert indépendant pour négocier les honoraires des conseils de la LFP selon les règles habituelles de la profession. Marc Sénéchal a proposé donc une répartition d'une enveloppe de 37 millions à des acteurs banquiers et avocats, mais aussi à des membres de la Ligue. Quel est votre avis sur le fait que un président, mais aussi des acteurs de la Ligue, aient pu bénéficier de primes sur la création de cette société commerciale? Vous m'auditionnez en tant qu'ancienne ministre des Sports, je crois. Ça ne fait pas partie des prérogatives du ministère de m'immiscer dans les affaires des ligues ou des fédérations. Donc je ne peux pas vous donner mon avis en tant que ministre des Sports. Mais alors, en tant que citoyenne ou en tant que grande sportive, je vous le donnerai tout à l'heure. N'importe qui dans le monde sportif. Donc je vous le donnerai tout à l'heure. Qu'il est différent de celui de la ministre. Non, là vous m'interrogez sur comment moi j'ai réagi ou comment voilà. En tant que ministre des Sports, j'ai pas à me mêler de ces affaires-là financières internes aux fédérations. Je vais pas aller. C'est un point qui mérite d'être éclairci quand même, parce que la Ligue, c'est une subdélégation de la fédération qui elle-même reçoit une délégation du ministère. En l'occurrence, le fait que la Ligue choisisse son partenaire pour la société commerciale, c'est par un dérivé juridique, ça découle quand même de la délégation que vous lui attribuez. Qu'est-ce que signifie ce bonus? C'est que la personne qui a attribué, qui a choisi le partenaire financier, en l'occurrence CVC Partners, reçoit au moment de la mise en place de la société commerciale un bonus qui n'est pas un bonus négligeable dans son montant, de la part de la société qu'il a choisie lui-même, avec le conseil d'administration, bien entendu. Ça pose question quand même dans un système qui est sous tutelle, normalement, du ministère. La délégation que donne le ministère des Sports aux fédérations porte sur un certain nombre d'items. Et donc, il n'y a que sur ces items-là qu'on a la possibilité d'intervenir, de discuter, de donner notre avis. Et puis derrière, entre la fédération et la Ligue, il y a aussi un certain nombre d'items qui sont subdélégués. Après, je ne vous dis pas que dans ma vie privée, dans mes discussions, je n'ai pas un avis à donner sur le sujet. J'en ai un. Mais en tant que ministre, là, si la question que vous me posez, c'est pourquoi vous n'êtes pas intervenu, pourquoi vous n'avez pas d'avis sur le sujet en tant que ministre,
ce serait de l'ingérence pour moi que d'intervenir dans les affaires financières internes aux ligues et aux fédérations en tant que ministre. Non, mais sans intervenir, vous pourrez avoir un avis. Ou d'avoir un avis. Aujourd'hui, quelle est votre vision, vous qui avez été ministre des Sports, sur l'arrivée de fonds d'investissement dans les clubs professionnels? Est-ce que c'est une bonne chose pour le sport français? Parce qu'on voit qu'il y a aussi la question de la multipropriété au niveau des clubs professionnels. Quelle est un peu votre vision? Alors, c'est quelque chose qui est en train de se développer et de prendre de l'ampleur. Quelle est votre position là-dessus? C'est sûr que le sport a besoin d'investisseurs privés. Et d'ailleurs, moi, pendant tout mon mandat, j'ai eu de cesse que de faire ça, en fait. D'ailleurs, la création de l'agence, c'était aussi l'objectif de la création de l'Agence nationale du sport. C'était de dire, on va mettre en commun les moyens de l'État, les moyens des collectivités dédiées au sport, les moyens du mouvement sportif, à l'occasion des Jeux où il va en avoir un peu plus grâce aux sponsors privés, mais aussi les moyens du monde économique privé. C'est une démarche assez nouvelle, innovante, parce que c'est vrai là, en étant dans un autre secteur ministériel, je me rends compte que l'administration n'a pas l'habitude de travailler avec le secteur privé, main dans la main, pour arriver sur des causes comme celles qui sont le sport à mieux travailler ensemble. Donc fondamentalement, oui, je vous l'affirme, je ne suis pas opposée à ce que le secteur privé vienne investir le champ du sport. C'est sûr que j'appelle de mes voeux à ce que ce soit beaucoup plus d'entreprises françaises qui s'intéressent au sport, parce que ça permettrait aussi de changer la place du sport dans notre société. Là, on parle de fonds d'investissement. Voilà. Les fonds d'investissement français, pourquoi pas. Il y en a aussi. Et que tout ça soit réglementé. Et c'est là le rôle d'un ministère et de l'État de veiller à la bonne gouvernance de toute cette collaboration, aux conflits d'intérêts et à faire attention à ce que l'argent des fonds d'investissement arrive sur les bons objectifs, en fait, de ces fonds d'investissement et des objectifs qu'on définit ensemble dans une gouvernance partagée. Donc sur le fond, je ne suis pas contre, mais je suis pour l'encadrer correctement. Et vous croyez que c'est le cas aujourd'hui? Moi, je vous ai dit, dans le temps qui nous était donné, je pense qu'on a fait ce travail. J'ai la prétention de dire que je ne l'ai pas fait toute seule, et c'est une grande fierté de l'avoir fait avec vous, de vous avoir consulté, de l'avoir fait avec les parlementaires de qui la proposition est venue. Moi, je me suis mise au service pendant toute l'élaboration de cette loi, et dans le temps qui était le nôtre, qui était assez long pour le coup, je pense qu'on a suffisamment sécurisé les choses et on est arrivé à un équilibre intéressant, disons, pour des fédérations qui, elles, ont le droit aujourd'hui et n'ont pas besoin de la loi pour monter des sociétés commerciales, pour faire appel à des investisseurs privés, pour éventuellement commercialiser des droits qu'elles n'auraient pas subdélégués à des sociétés sportives professionnelles ou à des ligues professionnelles. Et je trouve que rééquilibrer la balance en donnant cette possibilité à la ligue, c'était justifié et c'était bien. On a fait en sorte dans cet article, tous ensemble, qu'il y ait des garde-fous, qu'il y ait quand même une attractivité pour des investisseurs à venir. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas mon champ de compétences. Je ne suis pas garante de la compétence ou de l'incompétence des gens qui sont aux manettes. Je ne suis pas garante, si ce n'est par le contrat de délégation et de subdélégation, de la démocratie qui existe aujourd'hui au sein de ces instances. Ça, oui, parce que dans les contrats de délégation, on a bien précisé qu'il doit y avoir une parité. Peut-être que demain, quand il y aura une parité, on n'aura pas les mêmes personnes qui seront là, présentes, à prendre des décisions, à lire ou à pas lire des documents. Il y a peut-être des gens qui vont arriver dans ces instances sportives avec un peu plus d'intérêt sur le contenu des choses et des documents. Voilà. Et donc, sur tous ces aspects-là, moi, je trouve que le rôle de l'État, c'est d'accompagner un peu cette transformation, mais on ne peut pas du jour au lendemain tout réformer et puis sortir de nos prérogatives, quoi. Vous avez évoqué la démocratie.
on attend d'avoir confirmation par les documents que nous avons demandés à la Ligue, mais il s'avère que le président de la société commerciale, CVC, a un droit de veto sur son choix. C'est le président de la Ligue qui est aussi le représentant qui préside la société commerciale. Et en cas de remplacement, c'est la Ligue qui propose et CVC a un droit de veto. Est-ce que ça vous paraît très démocratique ? Déjà, j'ai été interpellée lorsqu'il y a eu le changement de gouvernance de la Ligue, que les deux postes de président et de directeur soient mélangés au sein de la même personne, finalement, puisqu'avant, c'était une présidente et un directeur. Là, c'est un président-directeur général de la Ligue. Et si je comprends bien, c'est lui qui prend la direction aujourd'hui de cette société commerciale. Comme président de la Ligue. Ouais. Après, voilà, il y a des gens qui le nomment, j'imagine. C'est dans les statuts. C'est le fait que ce soit la société, le fonds d'investissement qui a le pouvoir à un moment de dire je veux pas cette personne, et tant que j'ai pas la bonne personne, j'ai un droit de veto. Est-ce que vous pensez que c'est très démocratique ? Les personnes qui ont lu les statuts qui ont été adoptés, j'imagine qu'ils se sont posés peut-être, enfin j'espère, les mêmes questions que vous au moment où ils les ont votés. D'accord. Voilà. Et moi, je ne faisais pas partie du vote, donc. Sur CVC, CVC a été présenté lorsque CVC est arrivé comme un fonds d'investissement expert et compétent dans le pouvoir de pouvoir mieux négocier à meilleur prix les droits TV. Or, on voit aujourd'hui, malheureusement, qu'il y a certaines difficultés, que l'appel d'offres n'a été infructueux et qu'il y a une négociation de gré à gré. Il y a une crainte aujourd'hui, lorsque les clubs présentent leur budget prévisionnel. Il y a une partie billetterie, recettes boutique, il y a une partie droit TV et une partie revente de joueurs, ce qui se fait dans tous les clubs. La crainte, est-ce qu'il n'y a pas une crainte aujourd'hui que vous pouvez avoir et qu'on peut avoir si les droits TV ne sont pas à ce qu'on peut espérer? Bon, après, il faut attendre la réponse que la Ligue aura, mais si l'objectif n'est pas atteint, que les clubs, pour équilibrer leur budget, soient dans l'obligation de continuer à vendre leurs meilleurs joueurs pour équilibrer leurs comptes, ce qui fait que, avec comme conséquence une stagnation du niveau de notre championnat et par conséquence aussi un intérêt moins important pour les diffuseurs. Parce qu'on n'est pas dans un cercle où les droits TV, s'ils ne sont pas à la hauteur qu'on espère, fasse que le système fasse que il y aura toujours les 2 ou 3 qui ont les gros moyens qui seront au-dessus et les autres qui un championnat un peu à 2 ou 3 vitesses. C'est un danger qui avait été évoqué, mais même pas à un niveau français, c'est-à-dire le danger de ligue fermée, le danger de n'être concentré que sur les 4, 5, 6, 10 meilleurs clubs et d'être qu'entre soi. Ça a été évoqué comme une solution de sortie de crise pour pouvoir préserver au moins ces clubs-là et la compétitivité de certains pays par rapport à d'autres. Moi, je m'y suis opposée, si vous voulez avoir ma position en tant que ministre, et c'est ce système pyramidal que j'ai défendu, y compris au niveau européen, lorsqu'il a été question de parler du modèle sportif qu'on voulait pour l'avenir. Et en même temps, j'ai choisi d'avoir cette position équilibrée en acceptant qu'il y ait des nouveaux entrants qui arrivent, notamment du privé, notamment avec des nouvelles idées aussi et des idées innovantes en termes de marketing sportif, d'organisation d'événements. Et ce que vous avez dit au début de votre intervention sur l'apport qui était censé être celui aussi des nouveaux investisseurs, CVC ou d'autres, c'est celui aussi, quand j'ai échangé avec Monsieur Labrune dans cet intervalle, une fois qu'on a eu connaissance de cette volonté de la Ligue de vouloir monter cette société, enfin voilà, il m'a dit qu'ils avaient besoin de cette expertise pour pouvoir mieux marketer les droits du football français, et notamment à l'international, et que cette expertise, quand je lui ai posé la question, mais pourquoi vous ne pouvez pas l'internaliser au sein de la Ligue,
il m'a fait part des difficultés à faire évoluer, y compris le salariat de la Ligue, y compris les décisions qui sont prises au sein de la Ligue. Alors, pourquoi je me permets de l'évoquer ? Parce qu'on a eu cette discussion au sujet des violences. Lorsqu'on a parlé des violences dans les stades, quand les matchs ont repris, on avait discuté à ce sujet et j'avais dit mais pourquoi une partie de l'argent que vous rentrez dans la Ligue suite à la vente des droits, vous ne le mettez pas de côté pour essayer de mutualiser certains dispositifs que vous pourriez mettre en place sur les matchs qui posent problème aujourd'hui. Et la difficulté qu'il avait évoquée, c'est que quand l'argent rentre, en fait, il repart directement dans les clubs et qu'il y a une difficulté vraiment de pouvoir mettre de côté, avoir un fonds de roulement qui pourrait permettre des investissements sur des sujets qui, effectivement, auraient intérêt à être mutualisés et qui pourraient permettre à la Ligue, j'allais dire, d'avoir un autre rôle que celui qu'elle a aujourd'hui, c'est-à-dire de rassembler, en fait, d'être la représentation des clubs professionnels, mais pas vraiment d'avoir, de ce qu'il m'en disait, un rôle effectif sur des sujets qui pouvaient être intéressants. Alors évidemment, moi, ça m'intéressait parce que sur tous nos sujets de délégation, subdélégation, tout ce qui figure dans les contrats de délégation des fédérations et auxquels les ligues professionnelles sont soumises également, moi, j'attendais, quand j'étais ministre de ces ligues, qu'elles puissent se mobiliser sur ces sujets et avoir des actions. Alors elles en avaient, mais c'était plutôt des actions RSE, voilà, des actions avec des fonds de dotation, des choses comme ça. Mais il n'y avait pas effectivement une unité spécifique qui pouvait travailler sur les violences dans les stades, sur le sujet du développement durable, sur le sujet de... Voilà. Et donc, il avait l'air de me dire que dans une société commerciale, ça allait pouvoir se faire. Oui, je préférais peut-être investir dans un nouveau siège à 125 millions. Sur le sujet qu'on a évoqué, comment expliquez-vous que la difficulté que rencontre la Ligue donc aujourd'hui, parce que on voit dans la discussion qu'on a aujourd'hui, alors vous êtes plus ministre, hein, donc, mais là vous avez quand même une expertise dans le sport. On voit bien que les discussions aujourd'hui se déroulent entre le président de la Ligue. C'est là où je me repose la question sur l'apport de CVC, dans son expertise et de ses compétences. On voit que les discussions ont lieu aujourd'hui. Je fais un lien avec ce que vous avez dit tout à l'heure sur les conflits d'intérêts. On voit que c'est le président de la Ligue qui discute avec une télévision, avec des représentants de Beansport, avec le président du PSG, l'émir du Qatar, tout ça se faisant à l'Élysée. Tout ça, quelle image ça renvoie? Est-ce que ça ne renvoie pas une image de un peu conflit d'intérêts? Et on voit que les grands bénéficiaires de cette nouvelle répartition que vous venez de présenter, comme quoi avec les droits internationaux, vous avez des clubs seuls les clubs qui participent à des Coupes d'Europe, qui ont participé dans les 5 dernières années, pourront bénéficier de la ressource des droits internationaux, les autres clubs non, et que s'il y a une baisse des droits TV, c'est avec en plus la CBC qui est sa prioritaire à 13%, et avec aussi une reprise des 2 premières années qui a été un petit peu raboté. Qu'est-ce que ça vous... quel est votre regard là-dessus? J'ai pu entendre vos inquiétudes dans les précédentes auditions que vous avez faites et je comprends aussi votre frustration aujourd'hui si je vous apporte pas de réponse. Mais en fait, je suis comme vous, je suis spectatrice de ce qui se passe en ce moment. Peux je constate, je lis aussi dans les journaux, j'écoute la radio sur les évolutions de la situation. Mais je peux pas vous en dire plus là aujourd'hui présentement sur comment ça évolue. Jean-Jacques Lozach. Oui, je voudrais savoir si le ministère est sous une forme ou sous une autre, moi je ne dis pas associé, le terme est un peu excessif, mais consulté par la Ligue sur le mode de répartition des fonds liés aux droits audiovisuels, parce que là il y a des visions différentes qui s'opposent entre la théorie du ruissellement et puis la théorie de la solidarité, c'est pas du tout la même vision. Est-ce que le ministère, à un certain moment, est consulté, contacté? Le ministère a quelque chose à dire quand on regarde si les modalités de distribution correspondent à un petit paragraphe qu'il y a dans la loi
qui dit que les critères sur lesquels ça doit être distribué doivent être des critères de performance des clubs, de notoriété des clubs et de solidarité entre les clubs. Donc il y a ce principe de solidarité qu'il s'agirait de vérifier. Est-ce que les clubs de Ligue 1 versent des choses aux clubs de Ligue 2 ? Est-ce que la taxe Buffet est bien respectée et ça repart bien vers le sport amateur, enfin vers le budget de l'État et donc dans le budget du ministère des Sports ? Est-ce que la convention est respectée et viable entre la fédération et la Ligue ? Après, le Code du sport ne va pas plus loin que ça. Il ne regarde pas vraiment les critères et n'a pas plus d'avis à donner que ça sur une répartition qui appartient au club, en fait. J'allais pas dire à la Ligue, parce que en fait, c'est les clubs qui l'ont voté, cette répartition. C'est eux qui étaient là quand par deux fois, ça a été voté. Donc s'il y en a qui n'étaient pas heureux avec ce qui s'est passé, il fallait le faire savoir. Une deuxième question qui rejoint ce que vous venez de dire au niveau du contrôle. Alors effectivement, il y a le travail qui est réalisé par la DNCG. On sait que le football français est, je dirais, structurellement déficitaire. À la fin de la saison, ce sont les actionnaires effectivement qui renflouent les clubs concernés. Et puis d'autre part, bien sûr, le marché des transferts, le mercato. Et au niveau du marché des transferts, est-ce que vous ne pensez pas que le rôle qui est joué par la DNCG devrait être complété par une sorte de commission de contrôle chargée en particulier de la traçabilité de ces fonds, de l'identité des actionnaires, du rôle des agents, de la conformité à la loi, etc. Vous avez raison, c'est une réflexion même plus large qu'on peut mener sur tout l'argent qui est investi dans le sport ou dans l'organisation d'événements sportifs. On voit régulièrement apparaître des ligues ou des compétitions plus fantasques les unes que les autres qui sortent du cadre de l'organisation classique du mouvement sportif international. Et il est légitime de se demander d'où viennent ces fonds. Quand on sait que voilà, il y a de l'argent qui provient des drogues, du trafic d'armes, de la traite des êtres humains, puisque je travaille sur le sujet actuellement, on peut se poser la question d'un meilleur contrôle et d'une meilleure traçabilité de ces fonds, effectivement. Et si c'est l'idée que vous avez pour attribuer cette fonction à la DNCG et que c'est faisable, ça pourrait être une bonne chose. Une dernière question, Michel. C'est sur les prêts garantis par l'État, les PGE. Est-ce que vous avez des éléments d'information sur comment se déroule le remboursement de ces PGE ? Où en est-on ? Bien, je suppose. Je ne sais pas comment se déroule le remboursement des PGE. Sur la solidarité, vous avez prononcé ce mot-là. Je reviens sur la répartition qui va se faire à l'issue du gré à gré sur les droits TV prochains. Et si, ce qu'on ne souhaite pas, mais si le résultat n'est pas celui escompté par la Ligue, certains clubs vont voir leur part fortement diminuer, ce qui va poser des problèmes budgétaires, d'équilibre budgétaire dans leur club. L'article 5 de la convention de la Fédération avec la Ligue prévoit que le comité exécutif de la Fédération française de foot peut se saisir pour éventuellement les réformer de toutes les décisions prises par l'Assemblée et par les instances élues ou nommées de la Ligue, qu'il jugerait contraire à l'intérêt supérieur du football. Est-ce que cette répartition nouvelle qui a été validée, mais qui peut mettre en difficulté quand même dans l'avenir un certain nombre de clubs, alors pas ceux de la partie haute, surtout la partie du centre et plus bas, est-ce que vous pensez que la fédération pourrait se dire attention, il y a un risque et je vous demande de revoir, de retravailler là-dessus? Parce que la répartition qui est faite, on a eu des éléments, des répartitions qui sont faites dans d'autres pays, les écarts sont beaucoup moins importants entre le haut du championnat et les clubs qui sont plus bas. C'est une répartition entre 1 et 1,2. Là, on est sur des proportions beaucoup plus importantes. Et donc, est-ce que ça peut remettre en cause l'intérêt même supérieur du football ?
l'intérêt supérieur du football, je pense que c'est le président de la fédération du football qui, Oui, c'est bien de la voilà, fédération. qui en est le garant. Donc, Mais à votre avis, il devrait le faire? à mon avis, s'il devait le faire, encore une fois, en tant que ministre des Sports, si je me repère à comment ça fonctionnait entre Monsieur Le Gret et moi, en fait, lui, c'était l'intérêt majeur du football, et moi, c'était la lutte contre les violences dans le sport, et particulièrement dans le football, par exemple. Vous voyez, les rôles étaient bien répartis, et moi, j'allais pas intercéder dans l'intérêt. Je me coupe. Voilà. La répartition, lorsque c'était Mediapro, était beaucoup plus égalitaire entre les clubs. Là, avec cette nouvelle répartition, on va voir qu'il y a des grosses différences entre certains clubs qui vont bénéficier notamment des droits internationaux qui vont sûrement être à la hausse, et puis la nouvelle répartition avec les clubs qui sont en dessous. Donc autant avec Mediapro, bon, ça n'a pas duré, mais il y avait une répartition qui était beaucoup plus proche des clubs, une certaine solidarité, ce qui est le cas aussi en Angleterre, avec dans laquelle la société, l'écart est beaucoup plus important. Donc est-ce que la fédération pourrait... le nouveau président pourrait... J'imagine, comme vous avez détecté cet article 5, qu'ils ont activé à notre connaissance quelques fois, mais c'était surtout pour des règles d'accession, de relégation dans les compétitions. Si cet article est activable dans ce cadre-là, oui, il y aurait la possibilité de... C'est bien pour ça qu'on a mis dans le circuit de tout ce système la fédération, pour qu'elle ait un mot à dire. C'est bien pour ça qu'on a mis dans le circuit le ministère des Sports, pour qu'il puisse avoir... un mot à dire, au moins au départ, sur les statuts. Après, oui, bien sûr que c'est à la fédération de jouer son rôle. Et comme la fédération est délégataire, subdélègue la commercialisation de ses droits, tout ce qui est en lien avec la commercialisation de ses droits, que ça se passe au sein de la Ligue, par la Ligue ou dans une société commerciale, c'est quand même elle, à la fin, qui reste maître à bord. C'est elle qui est propriétaire des droits, en fait, au fond. Même si elle les a cédés et recédé pour la commercialisation. Bien, écoutez, merci Madame la Ministre d'avoir répondu à nos différentes questions. Je vous remercie, messieurs les sénateurs. Merci. Alors,